encore une fois pour l'invitation. Merci à tous les amis, collègues, les compatriotes avec qui on est autour de cette table. Euh, Avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais peut-être préciser certaines choses. J'ai bien suivi tout ce que disait le Paulin et vraiment il a fait une analyse assez objective de la question des corridors et même finalement pédagogique en essayant de se projeter et de projeter aussi notre société dans l'avenir. Maître Toto, c'est vrai, il a aussi donné des points de vue, des analyses. Alors, je voudrais peut-être dire d'abord pour ce que développait Paulin, tout en acceptant ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des efforts qui sont fournis? Je crois qu'en effet, il y en a, mais peut-être il faut les situer euh, dans un océan de problèmes. Et ça fait que justement certains efforts peuvent ne pas être perçus. Il est vrai que nous avons autant de routes nationales qui sont, certaines sont aujourd'hui en plein chantier, mais évidemment ces chantiers connaissent une vitesse assez lente à telle enseigne que effectivement on peut se demander s'il y a des efforts tout en étant, on reviendra, je crois qu'il y a les sujets sur la route, si j'ai bien lu les conducteurs de l'émission. Et Maître Moïse Toto, c'est parmi les bons analystes que nous avons, mais il est beaucoup plus plongé vers le négatif. Et évidemment, je suis d'accord aussi avec lui sur certains aspects, mais néanmoins, il faut dire que toutefois, il n'y a pas un État sans chef. Il le sait très bien parce qu'il a fait le science de l'État, il a fait le droit. Et donc, il n'existera pas un État sans chef d'État. Il ne peut donc pas se poser la question s'il existe un chef de l'État où le pays est géré. Il est géré. Néanmoins, il y a certaines demandes qu'il faut toujours formuler vis-à-vis de l'État et c'est ça le rôle des uns et des autres. Et donc, la parole de notre chef, lorsque le chef de l'État s'exprime, bien entendu, on a droit de faire l'analyse. Et bien sûr qu'on ne peut pas mettre quand même tout sur le compte de la non ou de l'ingouvernance, n'est-ce pas? Mais de toutes les façons, c'est de bonne guerre que nous puissions analyser, discuter, tout en retenant qu'il y a nécessité d'avoir ce regard positif sur l'existence de l'État. Permettez-moi alors encore une fois de revenir pour rejoindre probablement ce que les deux compatriotes ont donné avant. L'histoire économique de ce pays renseigne bien que après l'économie de Keyet, dans laquelle le colonisateur a trouvé nos pays, eh bien, nous sommes passés à l'économie industrielle, nous sommes intégrés dans l'économie mondiale. Et quand vous dites nous, c'est la République démocratique du Congo, qui est passée dans l'économie industrielle. Oui, l'économie Est-ce que présentement, mondiale, prof, permettez-moi s'il vous plaît, nous sommes dans l'économie industrielle? Permettez-moi, ce que je vais dire, dès le départ, l'économie congolaise n'a pas été conçue pour servir le Congo. Okay. C'était pour servir la colonie. Donc, servir l'économie extérieure. Et bien sûr que les richesses du Congo ont permis à plusieurs États occidentaux de se développer. Et en premier lieu, la Belgique, dont aujourd'hui les efforts, ou si vous voulez, l'émergence, est justifiée par ce qui a été extrait du Congo. Et lorsque le Congo post-colonial, donc le Congo indépendant, n'a pas malheureusement changé la donne, la philosophie. Nous sommes restés dans l'économie extravertie, tant du point de vue, si vous voulez, de l'importation des matières, n'est-ce pas? Et on se rend compte qu'effectivement, on est plongé dans une économie extractive.
Je vais donner un exemple pour dire aussi que quelque part, nous n'avons pas suffisamment mis en valeur, n'est-ce pas, les richesses du Congo pour l'intérêt du Congo. À telle enseigne que vous avez des exemples aussi récents. Banro, par exemple, pour ne rentrer chez nous au Sud Kivu, ça a été une grande entreprise d'extraction minière. Mais qu'est-ce qui nous a été laissé après Banro? Donc, ils sont partis avec les matières premières. On a donné de l'emploi à certains compatriotes, ce qui a été une bonne chose. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'aujourd'hui, Luinja, je ne sais pas moi, Namoya, etc., partout où ils ont été exploités, qu'est-ce qui est resté? Vous voyez? Donc, ça fait qu'effectivement, il y a tout un questionnement sur l'extraction de nos minéraux. Je venais il y a une année de Kolwezi, j'avais une consultance là-bas sur les questions de conflits. J'ai été dans le mining, je crois qu'il y a de quoi pleurer. Quand vous voyez le nombre de tracks qui quittent la Zambie et tant d'autres, la Tanzanie, viennent prendre les cobaltes dans le Katanga, eh bien, il y a de quoi pleurer. Parce qu'effectivement, ça fait rentrer de l'argent, mais après, comme on dit, ce sont des ressources épuisables. Et qu'à un moment, nous devons, avant que ces ressources ne s'épuisent, qu'est-ce que nous en faisons? Et nous, personnellement, je veux parler de mon centre de recherche. Je suis directeur scientifique du CRECOPAC, le centre de recherche sur les conflits et d'études sur les conflits et la paix dans la région de Grand Lac, à l'université officielle de Bukavu. Nous avons un mémorandum d'entendement ou d'entente avec la fondation Duniabora pour travailler, n'est-ce pas, sur la traçabilité des minéraux stratégiques de la RDC. C'est une contribution. En juillet de l'année passée, j'étais invité à l'Union européenne pour discuter de cette question de traçabilité qui est aujourd'hui un de thèmes majeurs, n'est-ce pas, pour la protection, pour la construction des minéraux, ou si vous voulez, on parle ici des minéraux de paix. Et dans cette perspective, nous voulons mobiliser l'État, nous voulons mobiliser la société civile et tous les opérateurs économiques pour rentrer dans cette dynamique de minéraux de paix et de minéraux de développement. Et bien sûr, la question de Lobito rentre dans cette thématique, dans cette problématique. Qu'est-ce qu'il faut dire à propos? En effet, le corridor, ou si vous voulez, le corridor de Lobito est effectivement une opportunité économique pour la RDC. Parce qu'en fin de compte, on le sait, il n'y a plus aujourd'hui des économies qui fonctionnent à vase clos. Pour pouvoir se développer, vous le savez bien, l'Europe a dû ouvrir des frontières. Il y a une multiplicité de corridors qui permettent effectivement aux États de pouvoir collaborer, de coopérer économiquement. Mais vous avez suivi Paulin Bishakabalia qui a parlé de l'externalité du pays. Donc l'économie, vous-même, vous avez parlé de la cueillette. En ce moment-là, c'est toujours la cueillette parce que les cuivres, les cobaltes, c'est vers l'Atlantique. Il n'y a pas une politique de transformation de ces produits miniers. Cela signifie quoi? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo va gagner? Oui, madame, je n'ai pas contredit Paulin. Au contraire, je donnais un argument pour cette orientation, donc l'extériorisation ou l'extériorité de notre économie, où les gens, je parlais de l'industrie extractive, où les gens viennent prendre et tout simplement, il n'y a pas de transformation locale, ce qui constituerait une valeur ajoutée, n'est-ce pas, à l'exploitation de nos minéraux, lorsque, comme il évoquait, et même Maître Toto est revenu là-dessus, si on construit des usines de transformation ici, on a quand même une valeur ajoutée dans la chaîne de valeur, n'est-ce pas? Mais alors, ce que je voulais dire, pourquoi c'est une opportunité économique? En fait, dans un premier temps, on a parlé de ces emplois, mais en fin de compte, il va y avoir une permanence des activités. Et aujourd'hui, ce qu'il faut plutôt dire, les objectifs de départ peuvent être modifiés selon le positionnement ou selon les orientations idéologiques et les enjeux de chaque État.
C'est pour dire que ce que nous, on peut demander, l'État congolais n'est pas obligé de rester fixe dans les objectifs actuels. Les objectifs, les objectifs dans ce port sont fixés par les États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les États-Unis a rencontré au préalable les pays africains avant de se lancer? Et ils sont tous venus rencontrer Joe Biden qui leur a parlé de ses objectifs à lui. Et à entendre Joe Biden, vous comprenez que les objectifs, c'est plus focalisé sur les États-Unis d'Amérique que les pays africains, notamment la République démocratique du Congo. Oui, madame, nous avons une guerre économique entre les puissances. C'est clair et net. Hier, aujourd'hui, jusqu'à ce jour où nous parlons, vous savez, avec, comment on dit, le projet avec la Chine. La Chine s'est accaparée les minéraux du Congo. Et à un moment donné, les autres puissances se disent, mais ça devient un peu de la boulimie. Eh bien, les États-Unis aussi créent leur stratégie pour accéder aux minéraux du Congo. Mais alors, ce que j'étais en train de dire, ce qui est vrai, notre chef de l'État ne s'est pas retrouvé à Luanda par hasard. On ne dit pas tout. Et les autres chefs d'État ne sont pas retrouvés par hasard. Il y a eu justement des échanges préalables, diplomatiques, pour programmer, n'est-ce pas, cette rencontre. Je ne rentrerai pas dans la même pensée que Maître Toto quand il dit que le président a été surpris après qu'il faisait le sport. Non, ça n'a rien à voir. Il y a eu tout un travail diplomatique et des négociations préalables. Alors, et nous, permettez-moi d'acheter rire, madame, pour ne pas me couper l'idée, c'est dire que dès que le chemin de fer est construit, n'est-ce pas? Dès que nous avons toutes les installations nécessaires, le Congo peut se repositionner étant donné que c'est lui qui est au cœur de cette dynamique. Et donc, on ne peut pas rester figé, on ne peut pas penser qu'aujourd'hui, le Congo va garder les mêmes objectifs et le lendemain, le Congo peut monter les enchères et exiger effectivement qu'il y ait plutôt d'autres avantages, ou si vous voulez, la chaîne de valeur puisse s'améliorer de telle sorte que les minéraux soient exploités et transformés chez nous. Et ce chemin de fer peut continuer toujours à desservir économiquement. Donc, les objectifs d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain et qu'il y a toujours moyen de le revisiter en termes pour faire revenir les intérêts de ce corridor. Prof, il y a une question que toute la communauté se pose, puisque c'est la République démocratique du Congo qui est au centre de ces projets. Pourquoi le président Biden n'est pas venu négocier ces projets directement en République démocratique du Congo? Pourquoi est-il passé par l'Angola? Mais ça, madame, personne n'aura une réponse. Qu'on ne vous trompe pas, c'est de la spéculation. Mais il y a possibilité de réfléchir là-dessus. Seuls les États-Unis peuvent répondre à cette question-là. Mais puisque vous êtes chercheur, vous n'avez pas analysé, prof, pourquoi les États-Unis sont passés par Luanda? Le prof devient politique. S'il vous plaît, si les États-Unis peuvent se décider d'aller à Luanda ou de venir en RDC. Il y a les dessous de cartes que nous ne maîtrisons pas. Mais toutefois, il faut dire que étant au centre de ces corridors, parce que finalement ces corridors n'a aucun sens sans la RDC, en principe, on aurait bien voulu que le président Joe Biden vienne en RDC. N'est-ce pas? C'est ça la logique même, prof. C'est bien la logique des choses. Mais alors, il faut aussi examiner la position de notre État dans les relations avec les États-Unis. N'est-ce pas? Probablement que la RDC, si on peut le dire ainsi, aujourd'hui, nous avons par exemple même toutes les questions des négociations autour de la guerre en RDC qui se passe à Luanda, etc. Je ne pense pas que cela ait été une motivation, mais probablement, il faut considérer cela comme une hypothèse, que les États-Unis ont plus de relations économiques privilégiées avec
Luanda qu'avec Kinshasa. Donc ça veut dire que la diplomatie de la République démocratique du Congo est complètement faible, contrairement à ce qui est dit, une diplomatie agissante. Est-ce que si la République démocratique du Congo avait refusé ce projet, vous pensez qu'il serait réalisable? Je ne crois pas non plus que les Congos pourraient prendre ce risque au regard des avantages que le projet présente. Et comme je le disais, aujourd'hui, les États fonctionnent justement dans cette collaboration, dans cette coopération économique, à travers des initiatives de stratégie, dont les corridors. Et donc, la RDC ne devrait pas non plus se permettre d'abandonner ou de refuser cette opportunité, sachant bien que dans le présent comme dans l'avenir, le projet profiterait bien à la RDC, à condition que, justement, certains paramètres soient révisités. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous pour clôturer ce premier sujet. Nous allons vous prendre Stani Moulesi, les corridors de Lobito.